Donc, bienvenue à cette rencontre mensuelle de la MRC Domaine du Roi. Saint-Félicien nous accueille ce mois-ci. On remercie donc la ville de Saint-Félicien de nous accueillir et nous avoir servi ce si bon repas. C'est un plaisir de recevoir tous les membres de la MRC pour une séance publique dans notre belle ville de Saint-Félicien. Fait que bienvenue à tous. Naturellement, Saint-Félicien. Naturellement. Donc, on va de ce pas vous proposer l'ordre du jour suivant. Il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour actuel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Langevin, appuyé de Monsieur Bergeron. En 3, la ratification du procès-verbal de la séance du 14 février vous a été remis en bonne et due forme avec les temps impartis. Donc, est-ce qu'il y a des modifications ou des ajouts? Sinon, proposition. Monsieur Boivin, appuyé de Madame Hudon. Est-ce qu'on avait des questions préenregistrées? Monsieur Gagnon? Monsieur Gagnon? Pas de questions. Donc, en administration générale, on est à 5.1, résumé de la correspondance. On dépose le résumé de la correspondance comme à tous les mois. En 5.2, acceptation des comptes. Monsieur Gagnon? Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 42 752,8, TNO 2507,43, fonds villégiature 586,55 et le fonds TPI 1884,88 pour un grand total de 47 730,94. Proposition. Monsieur Chiasson, appuyé de Madame Laroche, merci. Donc, en aménagement du territoire, le 6.1.1 à 6.1.5, j'imagine qu'on peut les traiter en bloc, M. Bouchard? Je vais vous faire une proposition, là, étant donné qu'il y a beaucoup de répétitions dans tous les règlements qui sont adoptés ce soir. Je vous propose d'en faire la nomenclature tout d'un coup, puis peut-être prendre une résolution là, globale pour l'ensemble des projets de règlement. Donc, à 6.1.1 et 6.1.2, les 23.16, 23.17 de la Bouchette. Donc, c'est une modification au plan d'urbanisme et au règlement de zonage. Donc, ça vise à agrandir une aire de villégiature, même une affectation agroforestière. Donc, ensuite de ça, le 23.20, c'est également une modification au règlement de zonage pour modifier différentes dispositions du règlement de la municipalité. Puis, à 6.1.6, le règlement 2023-03 de Saint-Prime. Donc, ici, c'est une modification au plan d'urbanisme pour inclure l'ancienne avoinerie près des installations de la fromagerie Perron pour l'identifier comme une zone à protéger. Sinon, l'ensemble des autres règlements qui vous sont soumis ce soir pour approbation, c'est en vertu des obligations qui ont été adoptées par le gouvernement du Québec concernant le patrimoine immobilier. Donc, pour chacune des municipalités, vous avez 2 règlements qui vous sont soumis ce soir. Donc, le premier, pour toutes les municipalités, qui est le règlement qui est relatif à la démolition d'immeubles, et le second, qui est le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. C'est des règlements qui sont harmonisés, donc qui ont le même contenu pour l'ensemble des municipalités. Donc, l'ensemble des règlements que je viens de vous présenter sont conformes au schéma d'aménagement de la MRC, et vous pourriez donc les approuver. Madame Hudon, appuyé de Madame Laroche. Merci. 6.2.1, avis de motion, règlement 303-2023. Donc, ce soir, on vous dépose en vue de l'adoption lors d'une prochaine séance, le règlement 303-2023 qui vise à modifier l'entente intermunicipale qui est intervenue entre le MRC du Lac-Saint-Jean dans le cadre du plan de déploiement du circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets. Donc, le projet de règlement vous est soumis pour avis de motion. Sommairement, ce qu'on vient modifier dans l'entente intermunicipale, c'est la composition du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute pour ajouter un représentant par MRC pour porter le nombre à 3 par MRC et également retirer un siège de la corporation de la Véloroute des Bleuets et prévoir également que ce siège-là, le siège restant, sera un siège sans droit de vote. Donc, vous pourriez donner avis de motion. Monsieur Boivin, appuyé de Monsieur Langevin. Juste avis de motion. Ah, avis de motion, c'est un dépôt. Monsieur Boivin. 6.2.2, programme d'aide aux infrastructures de transport, Vélos 3. Oui. Donc, comme à chaque année, on s'apprête à déposer la demande d'aide financière pour obtenir la subvention qui est utilisée pour entretenir la véloroute des Bleuets. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 50% des dépenses qui sont admissibles dans ce programme-là.
Donc, pour l'année 2023-2024, il y a un budget d'entretien de 485 150 $ qui a été adopté par le comité intermunicipal de la Véloroute. Donc, ce qui nous rend admissible à une aide financière maximale de 242 575 $. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le dépôt de la demande d'aide financière pour ce montant-là au ministère des Transports dans le cadre du programme et m'autoriser à transmettre la demande au ministère des Transports du Québec. M. Bergeron, appuyé de M. Bouchard. 6.2.3, toujours Véloroute développée, directive de changement, aménagement d'une piste cyclable, projet 16A. Oui, donc dans le projet de construction d'une nouvelle piste cyclable du côté de Fleury-Bonca qui est en cours depuis l'automne dernier, il y a certains imprévus qui ont été réalisés dans les dernières semaines qui entraînent des coûts supplémentaires. Donc, on en a là, pour un montant total de 14 108 et 4 plus les taxes. Donc, ce sera approuvé lors de changement numéro 3 qui a été préparé par l'ingénieur Baudouin. Proposition, M. Chiasson, appuyé de Mme Hudon. 6.2.4, le décompte progressif numéro 4. Oui, donc toujours dans le même dossier, on a reçu le décompte numéro 4 qui a été préparé par l'ingénieur au dossier qui est Mageco LMG. Donc, ce soir, là, on nous recommande un paiement de 237 721 et 5 taxes incluses pour les travaux qui ont été réalisés en date du 24 février 2023. Donc, ça correspond à l'avancement réel des travaux. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le paiement du montant demandé selon le décompte qui nous a été donné. M. Bouchard, appuyé de Mme Laroche, merci. Donc, 6.3.1, autorisation de signature protocole d'entente avec Art Canada, plantation sur les terres publiques intramunicipales. Donc, au cours de l'été dernier, on a collaboré déjà dans un projet similaire avec Art Canada, qui est un OSBL qui facilite la plantation et l'entretien de ces plantations-là pour l'ensemble de la population. Donc, on avait réalisé un projet de reboisement là, du côté du bloc Saint-Méthode à Saint-Félicien, sur des superficies qui étaient mal régénérées, là, souvent des superficies qui avaient été déjà récoltées il y a plusieurs années et qui n'avaient pas fait l'objet de suivi nécessairement. Donc, on a procédé à un projet pour remettre en production ces terrains-là. On a développé un nouveau projet avec la collaboration d'Art Canada pour la saison 2023 qui est réparti en 2 blocs, donc toujours du côté de Saint-Méthode, mais aussi du côté du bloc Saint-André de la Bouchette, une superficie totale de 37 hectares. Donc, le projet là, qui a été déposé et accepté par Art Canada, ça vise la plantation de 92 500 arbres sur cette superficie-là. Ça inclut également la préparation de terrain qui est nécessaire là, avant la mise en terre des plants. Donc, ce soir, on vous soumet 2 protocoles d'entente pour signature. Alors, vous pourriez là, autoriser le directeur général à signer les 2 protocoles d'entente à intervenir avec Art Canada pour la réalisation de ce projet. Madame Desbiens, appuyé de Mme Hudon, merci. 6.3.2, planification opérationnelle 23-24, terre publique intramunicipale toujours. Donc, en vertu de la Convention de gestion territoriale qu'on a signée à l'époque avec les 2 ministères concernés, donc Forêt, Faune et Parcs et Énergie et Ressources, on doit à chaque année élaborer une planification opérationnelle pour les terres publiques intramunicipales. Pour l'année 23-24, la planification a été élaborée là, comme à l'habitude dans le respect du calcul de possibilités forestières qui nous a été préparé par le forestier en chef du Québec et suivant là, les balises régionales et la stratégie, les règlements d'aménagement durable des forêts. Donc, ce soir, on vous dépose la planification opérationnelle 23-24. À la consultation, vous allez voir que cette planification-là inclut seulement des travaux non commerciaux, donc préparation de terrain, dégagement de plantation, reboisement, pour la simple et bonne raison que tout ce qu'on a en cours au niveau des travaux commerciaux de récolte a été consulté dans le passé, puis qu'on a atteint notre possibilité forestière avec le chantier qui devrait se réaliser cette année. Donc, ce soir, là, vous pourriez adopter cette planification-là pour la saison 23-24. Puis également, là, prévoir qu'une consultation publique se tiendra du 15 mars au 9 avril, comme c'est prévu dans le manuel de consultation du gouvernement. M. Laprise, appuyé de M. Bouchard. 6.3.3, rejet des soumissions. Oui, alors on a procédé à un appel d'offres pour obtenir des propositions là, pour des opérations de récolte dans le bloc de terre publique intramunicipale du côté de Saint-André-Lac-Bouchette. La clôture du processus là, était prévue lundi le 6 mars. On a reçu 3 propositions dans le cadre du processus. Il y en a une qui a été rejetée parce que non conforme aux critères d'admissibilité qui étaient prévus dans le devis d'appel d'offres. Il y en a 2 autres qui ont été évaluées et jugées conformes puis qui ont été
dirais ça, analysé là, en fonction de la grille de pointage qui était incluse dans le devis. Les deux ont eu la note de passage qui nous a permis d'ouvrir les enveloppes de prix. Suite à cette analyse-là, ce qu'on a constaté, c'est que les offres qui avaient été déposées étaient 20% supérieures à l'estimation qu'on avait préparée là, préalablement au lancement de l'appel d'offres. Étant donné également là, que tous les bénéfices qui sont générés par les opérations forestières au niveau des terres publiques intramunicipales est versé dans un fonds de mise en valeur qu'on utilise entre autres pour la remise en production de ces superficies-là, mais également pour des projets de développement là, sur le territoire de toutes sortes. Puis que le devis d'appel d'offres prévoit également là, que la MRC se réserve le droit d'accepter ou de refuser là, les soumissions qui sont soumises. Donc, ce soir, considérant ce que je viens de vous mentionner, la recommandation que je vous dépose, c'est de rejeter l'ensemble des soumissions qui ont été déposées et également m'autoriser à transmettre à l'ensemble des soumissionnaires la résolution qui sera adoptée et également m'autoriser à préparer un nouvel appel d'offres pour obtenir des offres là, moyennant là, certaines clarifications qui seront apportées dans le devis d'appel d'offres pour s'assurer là, que les offres qui nous sont faites là, correspondent vraiment à ce à quoi on s'attend. M. Boivin, appuyé de Mme Bérère, merci. On se transporte en 7.1, système alimentaire durable, nomination d'un représentant et octroi d'une aide financière. Oui, donc vous pourriez ce soir là, nommer Mme Marie-Noëlle Bérère, mairesse de Saint-Prime, à titre de représentante de la MRC au système alimentaire durable. Puis par la même occasion, l'octroyer un budget de 10 000 à même le budget 2023 du Fonds Région Ruralité pour la mobilisation puis l'opérationnalisation du comité puis différentes initiatives territoriales là, qui pourraient être mises en place. Mme Hudon et M. Chasson. Bien d'arriver sur un comité avec de l'argent. 7.2, contribution financière Club de golf Saint-Prime. Oui. Suite à l'analyse de la demande de contribution qui a été adressée à la MRC par le Club de golf de Saint-Prime, donc ce soir, là, vous pourriez autoriser une contribution à hauteur de 20 000 annuellement pour les années 2023, 2024 et 2025. Donc, la décision du Conseil là, prend en considération toute l'importance du Club de golf de Saint-Prime au niveau de l'attractivité du territoire de la MRC Domaine-du-Roi, puis aussi du rôle que joue le Club de golf au niveau du développement de la pratique de ce sport-là au niveau des jeunes. Depuis quelques années, il y a eu un virage important de prix au niveau du Club de golf de Saint-Prime à ce niveau-là. Et la dépense sera assumée là, à même le surplus accumulé pour l'année 2023, puis à même le budget courant de la MRC pour les années 24 et 25. M. Bilodeau, appuyé de M. Langevin. Monsieur le préfet, juste le nom s'appelle maintenant Saint-Prime sur le lac Saint. On va dans la résolution, on va le mettre. Merci de la précision, Mme Bérère. Donc, 9.1. Approbation, groupe de travail, amélioration de la sécurité. 7.3. Excusez, fonds de redevance hydroélectrique, adoption de projet. Désolé. Oui, donc un seul projet ce soir, donc à même l'enveloppe locale, l'enveloppe réservée à la municipalité de Chambord, donc volet local. Donc le projet, c'est la préparation et l'animation d'une démarche de réflexion sur les orientations stratégiques de la municipalité. Donc le coût du projet, c'est 23 150 $ au total. La contribution qui proviendrait de l'enveloppe locale de Chambord dans le fonds hydroélectrique, c'est 17 637 $. Donc, vous pourriez ce soir, là, suite à la recommandation favorable du comité d'analyse, octroyer ces sommes-là et aussi prévoir là, qu'il y a une ressource du département de développement qui accompagne la municipalité dans sa démarche là, pour la cité. Parfait. Madame Laroche, appuyée de Madame Plourde. 9.1, approbation, groupe de travail, amélioration de la sécurité secteur de la Côte-du-Grand. Oui, donc, vous avez tous entendu parler de la démarche là, du MTQ pour essayer de résoudre la problématique de dangerosité au niveau de la Côte-du-Grand. Donc, le ministère nous propose de mettre en place un groupe de travail là, qui serait composé d'une équipe du ministère, d'un représentant de la MRC, d'un représentant de la ville de Roberval et d'un représentant de la municipalité de Saint-Prime et aussi de la municipalité de Mastoyache. S'attaquer à cette problématique-là là, dès les prochaines semaines en vue d'avoir une solution pour corriger la situation là, d'ici la fin de l'année 2023. Donc, on parle là, du mois d'octobre 2023. Donc, vous pourriez ce soir là, nommer M. Danny Bouchard pour représenter la MRC sur le groupe de travail, ainsi que M. Jérémy Tremblay, là, qui est ingénieur à la MRC à titre de substitut.
Je tiens à mentionner aussi là, que même si Saint-Edwidge n'est pas dans la démarche, là, ils vont être inclus dans l'étude, là, puis c'est important de le mentionner parce qu'ils sont pas nécessairement inclus dans la démarche, étant donné que l'entrée de Saint-Edwidge est sur le territoire de Roberval. Donc, M. Bergeron, appuyez là. M. Laprise. Ça va pour tout le monde? Oui. Autorisation de signature entente relative au service de taxibus Mastayache Roberval. Oui, alors depuis septembre 2017, là, la MRC a un règlement qui est relatif à l'organisation du transport collectif adapté sur son territoire. Donc, ça prévoit à l'intérieur de ce règlement-là le déploiement des différents services de transport pour notre population. Depuis 2018, il y a en place un service de taxibus qui relie, là, en fait, qui est présent dans les deux villes de Saint-Félicien et de Roberval, et également un autre volet là, qui permet de relier les deux municipalités entre elles. Puis, en novembre 2019, on a également déployé là, un volet du côté de la communauté de Mastayache pour se connecter avec la ville de Roberval. Donc, étant donné là, que le précédent protocole avec la communauté est venu à échéance, il y a un nouveau protocole d'entente qui a été préparé et qui vous est soumis ce soir. Les modalités là, sont à peu près les mêmes, mis à part un petit ajustement au niveau là, de la quote-part que Mastayache assume dans ce projet-là. Donc, ce soir, là, vous pourriez autoriser la signature par le préfet de l'entente à intervenir avec la communauté de Mastayache pour le maintien de ce service-là qui est quand même pas mal utilisé. C'est le directeur qui signe. Je pense que c'est le directeur qui signe. Là, c'est préférable, mais on peut mettre qui. C'est parce qu'en bas de l'entente, c'est Mario. Ah oui. Proposition, Mme Hudon, appuyée de Mme Plourde. Donc, l'autorisation de signature, contrat de service. Donc, toujours dans le même dossier, étant donné là, que les ententes sont venues à échéance, c'est la même affaire au niveau de la fourniture de services là, par l'entreprise de taxi qui opérait le service. Donc, ce soir, on vous recommande d'autoriser la signature du contrat à intervenir avec Taxira, qui est l'entreprise là, qui produit le service pour Accès Transport Domaine Web pour les 2 prochaines années. Puis, la gestion du contrat pourrait être confiée à Accès Transport Domaine Web. Mme Plourde et M. Langevin. Fonctionnement interne et logistique, 10.1, autorisation d'embauche conseiller en tourisme. Oui, donc à la suite du départ là, de notre conseiller sectoriel en tourisme, nous avons procédé à un appel de candidature et le comité de sélection recommande l'embauche de M. Charles Desbiens, qui détient un bac en sciences de la consommation avec spécialisation en marketing touristique et durable. Donc, le conseil pourra autoriser l'embauche de M. Desbiens là, selon les termes et modalités de la lettre d'embauche. Proposition, Mme Laroche, appuyée de M. Langevin. 10.2, autorisation d'embauche conseillère en développement maintenant. Oui, également, suite au départ d'une ressource là, comme conseillère en développement local, on a procédé encore là à un processus de recrutement et le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Julie Nadeau, qui est nouvellement détentrice d'un bac en administration des affaires avec spécialisation en management et gestion du développement durable. Donc, le tout, il est recommandé l'embauche de Mme Nadeau selon les modalités de la lettre d'entente qui a été convenue. M. Chiasson et Mme Hudon. 10.3, autorisation d'embauche toujours en technicien en génie civil en emploi étudiant. Oui, donc dans le cadre là, de l'entente qu'on a de fourniture de services avec les municipalités et villes du territoire, on a un poste là, vacant au niveau technique en génie civil. Donc, pour pallier là, temporairement à cette vacance-là au poste, on vous recommande là, l'embauche d'un étudiant en technique de génie civil suite à un processus là, d'appel auprès du cégep là, de Chicoutimi. Le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Laurie Ouellette comme étudiante là, pour une période de 14 semaines, soit du 15 mai au 25 août. Mme Desbiens, appuyée de M. Boivin. 10.4, nomination, comité de gestion, entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. Oui, donc suite à l'embauche de M. Charles Desbiens à titre de conseiller touristique, donc il y aurait lieu de le nommer là, à titre de représentant de la MRC au comité de gestion de l'entente de partenariat régional en tourisme et de transformation numérique. M. Bouchard, appuyé de Mme Bérère. 13.1, adoption règlement 301-2023 relatif à la démolition d'immeubles. De la même façon qu'on l'a fait pour les municipalités locales, la MRC doit également là, adopter un règlement sur la démolition d'immeubles pour le territoire organisé de la Cachotte-Mouchouane. Donc, le règlement vous a été déposé là, lors de la dernière séance pour avis de motion. Il y a eu une séance de consultation publique également là, qui s'est
juste avant la séance régulière tout à l'heure. Donc, ce soir, là, le Conseil pourrait procéder à l'adoption du règlement 301-2023 conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Donc, c'est un règlement là, sur la démolition du mur. Madame Hudon, appuyé de Madame Laroche. 13.2, adoption du règlement 302-2023 maintenant. Oui, donc, toujours selon les mêmes obligations de la loi, la MRC, pour son TNO, devrait adopter un règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, un peu comme pour le règlement sur la démolition, il y a eu une assemblée de consultation qui s'est faite tout à l'heure. Donc, le règlement vous a déjà été déposé également à la séance précédente. Donc, ce soir, le Conseil pourrait également adopter le règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Position. Madame Laroche, appuyé de M. Bergeron. Merci. Donc, nous serions rendus à la période de questions. Période de questions. Veuillez vous identifier et poser votre question s'il y a lieu. On a droit à deux, hein? On a droit à deux questions? Oui. Posez deux. Donc, le 27. Peut-être vous identifier, madame, avant de poser votre question, s'il vous plaît. Donc, Caroline Lavoie, instigatrice du mouvement Tous pour la fin du halo lumineux des certains ouvrages. Le 27 février, je vous ai fait parvenir l'avis phonique que ça m'a pris 1 an et 2 mois à obtenir. J'avais une date d'audience le 23 mars. Finalement, on a eu une proposition de médiation avec l'avocate du DAI et du ministère. Suite à la première médiation, j'ai obtenu la première partie du document. J'ai écrit une lettre pour avoir la partie aussi des recommandations et je l'ai obtenue. 2 personnes m'ont répondu sur toute la totalité en passant, mais j'espère et je souhaite que vous l'ayez tous lu. Donc, ma première question était pour M. Gibbons, qui n'est pas là. Je vais m'adresser à vous, M. Bouchard. Compte tenu... En fait, normalement, les questions devraient être dirigées vers moi. Alors, je vais vous diriger vers vous. L'environnement est dans une juridiction municipale. Le ministère m'a fait clairement comprendre que c'est à une municipalité de faire respecter les recommandations. Recommandations, il y a eu. Ma première question est quand vous allez vous asseoir avec Éric Dubé et ses partenaires d'affaires pour lui faire prendre conscience des responsabilités qui nous incombent et que finalement le halo lumineux soit définitivement disparu de notre ciel étoilé. Quand est-ce que ça va être fait, ça? En fait, pour répondre peut-être à votre première question, là, il y a des choses peut-être à mettre en perspective. Là. Oui, les municipalités ont certaines juridictions au niveau de l'environnement, mais la plupart du temps, c'est le ministère de l'Environnement, ça, de facto. Pour ce qui est, vous savez, on est à mettre en place, en ce moment, on est à travailler sur une proposition réglementaire, comme vous l'aviez demandé l'an passé. On a ajouté d'ailleurs l'avis phonique que vous nous avez fait parvenir, je l'ai ajouté à la démarche pour les gens qui travaillent actuellement à cette proposition de règlement-là. Fait que c'est sûr que toutes les avenues sont vérifiées aujourd'hui. On va chercher du narratif, on va chercher de la réglementation. On attend toujours le rapport de M. Aubé, je crois qu'il est supposé d'être bientôt, là, fin mars, le dépôt du rapport, qu'on va ajouter aussi dans les travaux qui se font conjointement avec la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, ça poursuit son cours, on continue d'avancer. On peut pas faire ça du jour au lendemain, vous comprendrez là, que c'est du réglementaire, il faut faire attention dans ce qu'on fait, mais on prend tout en considération la documentation qu'on a eue. Moi, aussitôt que je l'ai eu, je l'ai lu, j'ai passé au travail, puis je l'ai transmis à l'équipe pour le mettre dans les travaux. Fait que, en ce moment, c'est là qu'on est rendu. Puis je peux même ajouter comme information qu'au courant de la semaine qui s'en vient, on va déposer sur notre site web les résultats de la consultation publique qu'on a faite dernièrement là, sur notre site web. Là. Ça va être disponible. On va avoir un petit communiqué de presse qui va sortir en ce sens. Parce que vous savez que des menaces, il y a. Fait que, moi, je suis un petit peu tannée de tout ça. Moi, je suis une citoyenne qui fait sa part de citoyenne. J'ai vraiment hâte que les élus prennent position publiquement puis qu'ils prennent le dossier en main puis qu'on arrête je veux dire, la problématique, elle est là. On l'a subie depuis maintenant des années. Monsieur Dubé, publiquement, en tout cas, je n'irai pas dans les détails parce que... Est-il que menace il y a? Puis, ce qui m'inquiète, moi... Ça, je vous arrête tout de suite, là, Madame Lavoie, là.
Si vous subissez des menaces, là, c'est à vous de porter plainte. Moi, je menace personne. Je sais, mais Et puis, c'est parce que, je continue. idéalement, ça serait à vous autres de prendre le relais puis de dire, hey, là, ça Ben, si vous subissez des menaces à Mme Lavoie, c'est pas à nous prendre le relais. Ça, je vais être clair avec vous, là. Mais c'est quoi ma job de faire respecter des recommandations, puis les recommandations, il a été faites en 2021, là, dans cette lettre-là qui a été remise à Éric Dubé, qui a dit que ça n'existait pas, là. Ben, je l'ai en main, là. C'est clairement dit, là. C'est quelles sont les mesures d'atténuation que vous comptez mettre en place pour réduire les effets nuisibles de l'éclairage en période nocturne en lien avec la case 3 et l'exploitation globale de votre site. Puis là, on est rendu en 2023, le halo lumineux est toujours là. Fait que, tu sais, je me dis, c'est bien beau parler, là, mais y a-tu moyen qu'on s'assise un moment donné avec lui et qu'on dise, regarde, là, la situation est problématique et très inquiétante. Le problème, il est encore là. Fait qu'avant de donner ton go pour tes 500 millions de dollars sur cette prochaine phase, là, ben, tu vas régler la situation actuelle. Là, parce que Martin Roubaix, il l'a dit, s'il utilise des panneaux de la phase 3 sur les 7 autres phases des étoiles, au lac Saint-Jean, Madame Lavoie. Un par un, là, Madame Lavoie. il n'y en a plus une de visible. Madame Lavoie, avez-vous une question? La question, c'est quand est-ce que vous allez faire On est en travail. que ça arrête? On est en travail en ce moment. Pouvez-vous en parler publiquement de ça? Parce que là, comme c'est là... Je viens d'en parler, je vous ai dit qu'on sortait les résultats de la consultation. C'est une étape, on franchit les étapes une à la fois, puis c'est comme ça qu'on travaille. Parce que Oui, on n'a pas arrêté. moi, j'ai hâte de faire, OK, ouf, leur dossier est réglé. Parfait. J'ai vraiment hâte. Ça va? D'autres questions? Bonsoir, Jean-François Romain, Saint-Félicien. Moi, ma question porte sur le plan régional sur les milieux humides et hydriques. Oui. Que j'ai commencé à consulter. Je ne l'ai pas lu d'un bout à l'autre, il y a 300 quelques pages. Mais j'en ai lu des bouts en cherchant ce qui me préoccupe davantage. Puis, d'abord, je comprends qu'il n'est pas question d'un budget précis là-dedans parce qu'on a vu de la démarche. Mais sur le tableau qui résume les orientations puis le plan d'action, il y a une espèce d'ordre de grandeur en matière de budget qui est énoncé là. Vous savez de quoi je parle. Moi, je veux savoir si ces sommes-là proviennent exclusivement de la MRC ou si ça tient compte de l'apport, par exemple, du programme Prime Vert avec l'agriculture ou de tout autre programme là, qui touche ce dossier-là. M. Bouchard, je vais vous permettre de répondre. Ça considère l'ensemble des possibilités qui pourraient contribuer à ça, y compris le fonds provincial pour la restauration et la création des milieux humides. Là. Ça a beaucoup à voir là-dedans, mais toutes les sources sont considérées dans les projets, par exemple, de bandes riveraines, des affaires comme ça. C'est sûr qu'on va faire appel avec les partenaires, Prime Vert, peu importe la source, là, mais c'est déjà comme ça qu'on fonctionne, puis on va continuer de fonctionner de cette façon-là. De toutes sources possibles. Exactement. Oui. Incluant les fonds hydroélectriques, j'espère. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que là, à mon mais parenthèse, c'est un endroit où je trouve que c'est très pertinent d'utiliser. Oui, tout à fait. Mon autre question, suite toujours à ma lecture de ce plan-là, ce qui m'apparaît un peu vague, c'est le suivi qu'on va faire du plan, des actions qui sont posées. C'est bien beau les bandes riveraines. Moi, je sais ce que c'est, je suis d'accord avec ça. Je fais partie d'un groupe qui préconise la mise en valeur de la petite rivière à l'ours, qui a été ciblée comme à risque d'érosion et de ce que ça comporte comme risque. Cependant, les bandes riveraines, si je me fie sur l'atlas de l'eau, de même que sur le plan lui-même, ça ne règle pas le problème des contaminants dissous. À preuve, ça fait depuis 2005 qu'il y a des projets sur la rivière du Squampé. Puis, la qualité de l'eau potable est toujours extrêmement mauvaise, à la dernière coche là, de la graduation. Je comprends que c'est dû en bonne partie au fait qu'il y a beaucoup de bandes riveraines à travailler, puis sur l'ensemble, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais moi, ce qui m'apparaît important, c'est de mettre en place un processus de suivi
de la qualité de l'eau. Parce que c'est là qu'on voit vraiment les résultats du travail qu'on fait. Donc, la question, c'est... La question, c'est est-ce que vous arrivez au même constat que moi, en tout cas, je vous invite à le faire, qu'il n'y a pas beaucoup de stations d'échantillonnage. Sur le total, à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 6 rivières qui ont été ciblées parce qu'elles étaient de façon évidente dans le trouble. Alors, moi, je pense que si je me fie sur ce que j'ai devant les yeux quand je regarde le plan, les rivières qui nous concernent, là, dans notre MRC, il y a encore très peu de stations d'échantillonnage. Puis, surtout, on ne tient pas compte de la question des pesticides. Il y a des stations d'échantillonnage qui traitent des propriétés bactériologiques puis physico-chimiques de l'eau, mais il n'y a rien sur les pesticides. Puis dans le plan de l'organisme de bassin versant, qui est un peu le maître d'œuvre, en tout cas, sur le plan technique de tout ça, là, c'est pas le boss, là, mais moi, c'est la ressource à laquelle je vais faire. On dit que c'est la priorité numéro 1. Alors, moi, ce que je vous dis, ce que je demande, je veux savoir si vous êtes d'accord avec ça, c'est d'exiger du ministère de l'Environnement, parce que je pense que c'est de son ressort, ou encore, je ne suis pas sûr que c'est exclusivement de son ressort, ça fait partie de la mission, d'installer un système de suivi qui est plus constant. Des stations d'échantillonnage sur lesquelles on fait des échantillons réguliers. À chaque fois qu'on s'attaque à l'amélioration d'un bassin versant, pour suivre l'évolution du travail qu'on fait. M. Robert, je comprends votre question, puis je vais me permettre là, de peut-être, pas nécessairement répondre en partie, là, mais cette recommandation-là, elle ne se trouve pas dans le document, j'imagine, là, comme il le mentionne. Pas nécessairement comme ça, mais c'est sûr que ce que M. Robert mentionne, effectivement, c'est une préoccupation, puis c'est une réalité, là, puis ça apparaît pas avec le plan régional des milieux humides. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps, moi j'ai siégé pendant plusieurs années sur le conseil d'administration de l'OBV Lac-Saint-Jean. On l'a souvent dénoncé. C'était la même affaire avec le réseau de surveillance volontaire des lacs qui repose sur des bénévoles, puis que les résultats sont cachés, pas connus. Fait qu'effectivement, c'est une problématique. Dans le plan, on a développé des critères pour identifier des bassins versants qui étaient dégradés. Je pense que vous l'avez vu. Moi, je retiens votre suggestion de peut-être pousser ça plus loin quand on va rentrer dans l'opérationnalisation de tout ça. Comment on pourrait mieux suivre ces indicateurs-là. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à discuter parce que là, on est encore à l'étape on n'est même pas encore à la recevabilité de notre plan. Il a été déposé. On sait que c'est complet, mais on n'a toujours pas eu de nouvelles du ministère. Fait que là, on va rentrer dans les discussions avec eux autres éventuellement là, sur la conformité puis sur la mise en œuvre de tout ça, l'intégration dans nos outils. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à regarder. Puis entre autres avec notre partenaire OBV, pour qui la qualité de l'eau, là, c'est un de ces, excusez l'expression anglaise, là, son core business, là, finalement. Je pense que ça pourrait être quelque chose de travailler en partenariat avec eux autres, qui ont probablement plus les compétences que nous autres pour le faire, même. On pourrait faire office de recommandation auprès du ministère. Ouais, effectivement. Moi, je vous demanderais de préparer une résolution à ce sens-là. Parfait. D'accord. Bon, c'est tout pour mes questions. Je voudrais juste terminer en prenant sur la question de pollution lumineuse. Moi, je regarde ce dossier-là, j'ai l'impression qu'il y a l'expression bâtir l'avion en plein vol. Là. Ça correspond pas mal à ce que je vois, moi, avec la problématique des serres. Pas juste ici, mais ailleurs. À titre d'exemple, la stratégie de croissance des serres au Québec date de 2020 et le ministère de l'Agriculture qui finance cette stratégie-là à coup de subvention vient de produire sa fiche technique qui recoupe ce que le ministère de l'Environnement a dit sur les problèmes qui sont liés à la pollution lumineuse. Votre question, c'est? Ma question, c'est, est-ce que vous allez... Moi, je pense que vous devriez exiger du ministère de l'Agriculture d'inclure la pollution lumineuse comme une condition essentielle à l'obtention et de tarifs préférentiels et de toute autre subvention avant d'accorder un projet, avant de financer un projet. Moi, comme agriculteur, si je veux avoir le crédit de taxe foncière agricole, je suis tenu à ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. C'est-à-dire qu'il faut avoir sur le plan de la fertilisation, ça touche surtout les cultures en plein champ, vous êtes certainement au courant de ça, je suis tenu à des conditions, faute de quoi
je n'ai pas accès au programme du MAPAC. Moi, je pense que ça irait pas mal plus vite de régler le problème de pollution lumineuse si on finançait pas à ce niveau-là, ce genre de projet-là. Je veux dire, à moins qu'il soit conforme. Je comprends vos demandes, puis je comprends vos demandes, mais faut pas oublier un aspect qui est hyper important dans le dossier qui nous occupe en ce moment. Je comprends que l'élément des serres a été l'élément déclencheur. Ça, on peut pas se le cacher. Tout le monde est au courant. On est conscient de ça. Mais la pollution lumineuse n'est pas attachée nécessairement juste à un projet de serre. Je pense qu'il faut, c'est pour ça que c'est important de le faire comme il faut, puis il faut le regarder dans sa globalité pour justement pas créer d'impair, puis le faire comme il faut. Puis moi, je pense que on va arriver à quelque chose, mais je veux que vous preniez vraiment conscience que c'est vraiment un projet global qui est le règlement sur la pollution lumineuse. J'en suis conscient, monsieur, puis je comprends que la réglementation s'adresse à toute forme de pollution, à toute source de pollution lumineuse. Cependant, le cas des serres, il est en train de faire école. Oui, on comprend. À Saint-Félicien, là, Serre Toundra, ça produit autant de pollution lumineuse, ça produit l'équivalent de la pollution lumineuse que 4 fois ce que les résidences de Saint-Félicien produisent. OK? C'est un bloc de 50 mégawatts, là. Pas l'information, là, mais... c'est Hydro-Québec. Et avez-vous une question? Parce que là, c'est une période de questions. Moi, je veux que vous demandiez au ministère de l'Agriculture, parce que vous êtes d'accord pour demander au ministère de l'Agriculture d'inclure dans les conditions de financement des projets séricoles la pollution lumineuse, les mesures qui permettent d'éviter ce problème-là. On va le soumettre de toute façon à l'équipe qui travaille. La réglementation, moi, je la vois aller, la faire ça. On va dire règlement qui va vite, j'en connais pas. Et en Beauce, là, ça a pris, ils se sont basés sur ce qu'on fait ici, ça n'a même pas pris 6 mois que la réglementation était adoptée en passant. Et ils devaient copier que... C'est une charge de réglementation, là, capable? On l'a touché, la réglementation? OK. Merci. Parfait, merci. Donc, proposition de la levée de l'Assemblée? Madame Laroche, oui. On ne peut pas la battre. Tiens, vraiment,